Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Bras de fer entre l'Union africaine et l'Union européenne. En cause la suspension par l'Union européenne du paiement des soldats burundais de la mission onusienne en Somalie par le biais du gouvernement de Pierre Nkurunziza. Le Rwanda a injecté dans le secteur agricole plus de 100 milliards de dollars entre 2015 et 2016. Pour autant, l'agriculture ne pourra véritablement se développer sans les investissements privés. Et puis l'Égypte a reçu la première tranche d'un prêt d'un montant total de 12 milliards de dollars, 2,75 milliards de dollars octroyés par le Fonds monétaire international pour soutenir le programme de réforme économique égyptien. Mais tout d'abord, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, va s'exprimer devant les parlementaires ce mardi 15 novembre. Un discours sur l'état de la nation. Le pays est en effet en attente d'un nouveau Premier ministre. Augustin Matata Ponyo a déposé sa démission ce lundi. Le chef de l'État devrait nommer un nouveau Premier ministre issu de l'opposition, conformément à l'accord politique signé le 18 octobre 2016. En Guinée-Bissau, dissolution du gouvernement de Bassirou Dia par le président José Mario Vaz. Le chef d'État a en effet annoncé qu'un nouveau Premier ministre serait formé conformément à l'accord de Conakry, accord visant à sortir le pays de l'impasse politique. Le président n'a fixé aucun délai pour la nomination du futur chef du gouvernement. Son choix ne se fera pas à l'unanimité mais par consensus. Elle est passée à l'acte. L'Union européenne a décidé de payer directement les soldats burundais déployés en Somalie, une décision non approuvée par le Burundi et l'Union africaine. L'organisation panafricaine appelle l'Union européenne à revoir sa décision. Quant aux autorités burundaises, elles menacent de retirer leurs troupes de l'AMISOM. Deo Gracias Podo. En crise depuis plus d'un an et demi, le Burundi doit faire face à une éventuelle mesure restrictive de la part de l'Union européenne. Déjà sous sanction depuis mars 2016 pour raison de violation des droits de l'homme et de refus de négocier avec l'opposition, Bujumbura pourrait bientôt écoper officiellement de nouvelles sanctions financières. Bruxelles, qui finance la quasi-totalité de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, a décidé de ne plus faire passer les salaires des 5500 soldats burundais par les caisses de l'État. De quoi faire également pression sur l'organisation panafricaine plutôt réticente à s'engager sur cette voie et qui aujourd'hui dénonce une décision risquée. Nous rejetons fermement la récente décision de l'Union européenne de différencier la procédure de paiement du contingent des forces burundaises déployées en Somalie. Nous encourageons l'Union européenne à réfléchir d'urgence à une manière d'inverser une décision qui pourrait avoir des conséquences lourdes et négatives sur les opérations de l'AMISOM ainsi que sur les avancées sécuritaires réalisées en Somalie. L'Union européenne a donc décidé de bloquer les salaires de tous les soldats burundais engagés en Somalie. Les salaires des forces militaires présentes sont entièrement financés par l'Union européenne. Sur un total de 22 000 soldats, le contingent burundais est le deuxième plus important de l'AMISOM, derrière celui de l'Ouganda. Elle a été déployée pour lutter contre les islamistes Shebab en Somalie. Mais aujourd'hui, du côté de Bujumbura, le gouvernement brandit la menace de retrait de ses troupes. L'Union européenne est dans une autre logique. D'abord, elle a voulu qu'il n'y ait pas d'élection au Burundi en gelant ce qu'elle avait accepté de débourser comme fonds dans le basket fund. Alors, si l'Union européenne est dans une démarche d'asphyxie, uniquement pour étouffer le peuple burundais, vous comprenez par là que ce n'est pas pour une noble cause. L'Union européenne ne peut pas venir aujourd'hui et dire qu'elle change les règles du jeu sans passer par l'Union africaine. Sinon, le gouvernement du Burundi serait obligé de récupérer ses troupes et de les rapatrier parce qu'ils ne sont pas des mercenaires. Le Burundi traverse une violente crise politique qui a fait des centaines de morts et des milliers de déplacés et réfugiés depuis la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat en juillet 2015. L'opposition lui reproche de ne pas respecter la Constitution qui limite le mandat présidentiel à 2, ainsi que l'accord d'Arusha qui avait mis fin à des années de guerre civile. L'agriculture a été identifiée comme le secteur prioritaire à développer pour favoriser l'émergence du continent africain. Au Rwanda, le secteur a mobilisé plus de 100 millions de dollars. Même si 5 ans plus tard, le principal investisseur demeure l'État, certains particuliers s'intéressent néanmoins à l'investissement agricole. Reportage au Rwanda de notre correspondant Olive Adjakoton.
Au Rwanda, les initiatives privées d'investissements agricoles sont encore timides. La société Garden Fresh fait de l'horticulture depuis janvier 2015 dans le district de Nyagatare, à l'est du pays. Elle emploie 150 paysans pour une production journalière de 4 à 5 tonnes de légumes destinés à l'exportation. Une initiative bénéfique pour les populations. Cette initiative est bonne car dans le passé, on gagnait difficilement 500 francs rwandais par jour en travaillant pour un seul individu. Mais avec cette société, on est payé le double. Cela nous permet d'être autonomes au niveau de nos ménages. Je me trouvais autrefois dans une situation très critique. Aujourd'hui, j'arrive à payer les études de mes enfants et j'ai même accès à l'électricité. Je souhaite plus d'investissements agricoles pour notre bien-être à tous. La mécanisation, l'introduction de nouvelles techniques culturelles et le regroupement des paysans en coopérative sont plusieurs réformes à succès au Rwanda. Mais la disponibilité de grands espaces pour attirer les investisseurs vers la production à grande échelle reste le vrai défi de l'agriculture rwandaise. I can remember recently there's this company, the Kabuye Sugar. Je me souviens que récemment, il y avait une société productrice de sucre qui désirait étendre ses activités. Elle sollicitait 5000 hectares pour planter la canne à sucre. Malheureusement, elle n'a pas eu cette chance car nous manquons de terre. Par conséquent, cet investissement n'a pas pu être fait. I think they have that challenge of getting that much area. Le Rwanda a alloué plus de 100 milliards de francs rwandais de son budget au secteur agricole entre 2015 et 2016. Ce secteur, qui contribue actuellement à environ 30% du produit intérieur brut du pays, reste également le premier pourvoyeur d'emplois. 2,75 milliards de dollars, c'est le montant de la première tranche du prêt octroyé à l'Égypte. Le Fonds monétaire international prévoit un prêt total de 12 milliards de dollars destiné à soutenir les réformes économiques égyptiennes. Ce premier volet contribuera à accroître les réserves de la Banque centrale en devises étrangères. Corinne Comdem. La Banque centrale d'Égypte a reçu 2,75 milliards de dollars du Fonds monétaire international ce vendredi 11 novembre 2016. C'est la première tranche d'un prêt d'un montant total de 12 milliards de dollars que l'institution internationale a octroyé au gouvernement égyptien afin de soutenir le programme de réforme économique qu'a entrepris le pays. Selon Tarek Amer, gouverneur de la Banque centrale égyptienne, cette tranche contribuera à rehausser les réserves de change du pays, les portant à 23,5 milliards de dollars. La situation économique égyptienne est extrêmement fragile due à ces crises de ces dernières années. L'Égypte, c'est une pièce stratégique pour le FMI, pour le monde entier, puisque c'est un pays qui a un poids géopolitique considérable. Et c'est pour ça que on prend soin de l'Égypte malgré les difficultés. C'est-à-dire que le FMI, en accordant les 12 milliards de dollars de prêts, c'est un ballon d'oxygène pour le pays. En août 2016, le Caire a accepté le soutien conditionné du FMI afin de faire face à l'envolée du déficit budgétaire, à la chute des réserves de change et au développement du marché noir des devises. Le versement du reste du prêt sera échelonné en fonction des 5 audits prévus par l'accord passé entre l'Égypte et le Fonds monétaire international. Une équipe du FMI qui vient étudier avec évidemment tous les responsables, les acteurs clés de ceux qui contrôlent l'économie du gouvernement. C'est une manière de ne pas donner de l'argent sans contrepartie ni suivi. Cet argent doit être utilisé dans ce type de situation pour aider le pays à en tout cas résoudre un certain nombre de problèmes pour se sortir de la situation de crise. Ce programme permettra à l'Égypte de rétablir sa compétitivité, favoriser la croissance économique et créer des emplois tout en protégeant les plus vulnérables. La Côte d'Ivoire sportive en deuil, Laurent Ndrim Pokou, considéré comme le meilleur joueur ivoirien de tous les temps, a tiré sa révérence. Surnommé l'homme d'Asmara, Laurent Pokou a été de 1970 à 2008 meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations avec 14 buts en 2 participations. Véritable légende en Côte d'Ivoire, Laurent Pokou a marqué tous les joueurs ivoiriens. On écoute à ce propos les témoignages de Georges Ouagny, vice-président de l'ASEC Mimosa.
Laurent Pokou, comme je tenais à vous le dire, il n'a pas été non seulement l'un des meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire, il a été l'un des meilleurs en Afrique, avec Salif Keïta. Aujourd'hui, pour moi, Laurent Pokou est né trop tôt. S'il avait été de cette génération aujourd'hui, je crois qu'il aurait été un des premiers ballons d'or de France Football, avant Georges Weah. C'était un phénomène. C'était un joueur qui pouvait gagner, à mon avis, un match tout seul. Il y a tellement d'anecdotes. Et quand il est parti en France, il est parti trop tard après une grave blessure. Parce que je suis à même de parler de lui, parce que j'ai suivi toute sa carrière à la SEC et quand il est arrivé en France, parce que je vivais à cette époque à Paris, je n'hésitais pas à aller à chaque fois, quand Rennes jouait à domicile, d'aller le voir, d'aller voir tous ses matchs. Et même quand il est passé à Nancy, j'ai été également. C'est comme ça que j'ai connu Michel Platini qui débutait sa carrière avec Olivier Rouillet, etc. Et Laurent Pokou faisait partie des grands joueurs que nous avons connus ici en Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.